J'étais âgé de 5 ans à l'époque. Et un jour, en empruntant le chemin quotidien de l'école, j'avais pris l'habitude de passer devant le cabinet du médecin de la famille. Pour moi, la maison du docteur Wright était associée aux potions et aux odeurs douteuses, mais également à une profession mystérieuse et étrange, qui pour moi était l'objet de crainte. À l'époque, j'étais petit et chétif. Et ce jour-là, deux de mes camarades de classe m'ont concocté un piège. Ils m'ont attrapé et tenu de force, et m'ont poussé dans l'angoissante demeure, m'enfermant dans un cagibi, avant de s'enfuir en riant. J'étais seul, et dans le noir j'étais pétrifié. J'ai ressenti une frayeur atroce, mais peu à peu, je suis parvenu à distinguer les contours de ce qui m'entourait. J'ai aperçu un squelette articulé dont les bras allongés devant moi semblaient vouloir m'attraper. J'étais terrifié, pétrifié même. J'ai hurlé de peur sans que personne ne puisse m'entendre. Je suis resté comme ça pendant des heures, si bien que ma peur s'est dissipée. J'ai commencé peu à peu à ressentir de nouvelles sensations, une sorte d'exaltation qui prenait le pas sur ma terreur, et désormais, tout ce qui me terrifiait me fascinait. Et puis je suis sorti en détalant quand on m'a ouvert la porte. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cellus. L'anecdote que vous avez entendue en début de vidéo est un extrait des mémoires de Henry Howard Holmes, de son vrai nom Herman Webster Mudgett, qui est considéré comme le premier tueur en série des États-Unis. Il est l'auteur de plusieurs dizaines de meurtres par strangulation, asphyxie ou crémation. Cet épisode de ses mémoires relate un événement qu'il présente comme le tournant de sa personnalité criminelle en devenir. Holmes est un tueur en série, un menteur pathologique et un escroc dont le parcours témoigne de la grande compréhension des technologies de son temps. Tous les témoignages de l'époque concordent sur un point. Holmes est unanimement décrit comme un homme bien élevé, séduisant et qui plaît aux femmes. Il arbore une moustache et de grands yeux bleus. Ceux qui l'ont côtoyé s'accordent de souligner son assurance exceptionnelle et sa posture masculine. Il est décrit comme un homme à femme. Ce curieux personnage est né en 1861. Il est le fils d'un fermier et le cadet d'une famille de 4 enfants. À 20 ans, le jeune Herman a l'espoir de quitter son village pour rentrer en faculté de médecine. En 1878, il rencontre la fille d'un riche marchand. Ils s'enfuient tous les deux, se marient et ont rapidement un enfant. En 1879, il intègre l'école de médecine de l'Université du Michigan et peut ainsi débuter l'exercice de la médecine. Sous prétexte d'un manque d'argent, il renvoie sa femme et son fils dans leur terre natale, leur promettant des retrouvailles très bientôt. Enfin seul, il les abandonne et prépare son grand départ pour Chicago. En 1885, on y retrouve sa trace dans un bureau modeste où il travaille comme inventeur, et c'est la première fois qu'il emploiera le patronyme de Henry Howard Holmes. Quelques mois plus tard, il est contraint de déménager et s'installe dans le quartier de Englewood, au sud de Chicago, où il trouvera un emploi de commis dans la pharmacie du docteur Holton. Après le décès du docteur, suite à une maladie du foie, on retrouve Holmes seul à la tête de la pharmacie. La femme du docteur s'est mystérieusement évanouie dans la nature. Holmes rachète alors la pharmacie et en profite pour faire l'expérience de la polygamie en se mariant à une nouvelle femme avec laquelle il aura une fille. Souhaitant du renouveau, Holmes cherche à vendre son ancienne pharmacie, et une fois chose faite, il va acquérir un terrain vague constructible situé sur le carrefour de la 63e rue qui fait face à son ancienne pharmacie. En 1889, il fait ériger une vaste demeure en briques et il supervise lui-même la construction de l'établissement dont il est le seul à connaître les plans. Les travaux s'achèveront en 1890. L'imposante architecture est dotée d'une centaine de pièces, d'appartements et de magasins dotés des technologies et inventions les plus avancées de l'époque. L'édifice, propre en apparence, cache pourtant des dispositifs innovants. Holmes mène tranquillement ses activités commerciales et meurtrières dans l'espace public de la ville la plus dense et la plus moderne du pays.
L'édifice était surnommé par les gens du quartier le château du docteur Holmes. Sans cette bâtisse, ce tueur en série n'aurait pas pu commettre aussi aisément ses crimes. Le château était une véritable machine à tuer. Chaque pièce, chaque couloir, chaque trappe était ingénieusement conçue pour servir ses crimes. Le château a joué un rôle central, inscrivant à son inventaire un remarquable catalogue d'innovations. Le bâtiment était entièrement parcouru d'un réseau de gaz domestique et d'électricité, alors que la plupart de ses contemporains continuaient à s'éclairer à la bougie. En façade, le château sert d'écran au commerce situé au rez-de-chaussée. Un restaurant, une pharmacie, une bijouterie, un barbier, une savonnerie, une confiserie et une officine accueillant les inventeurs désireux de déposer des brevets. À l'étage supérieur, on trouve des bureaux pour le commerce ou pour la location d'appartements. Holmes décide alors d'ajouter un troisième et dernier étage à son établissement, le baptisant le World's Fair Hotel. Au premier étage, Holmes a installé ses appartements privés, mais en plus de son espace personnel, on compte 35 pièces, dont 6 chambres. Certaines, dépourvues de fenêtres, sont si parfaitement hermétiques que l'air ne peut y entrer. L'une d'entre elles possède un coffre-fort assez grand pour qu'une banque en ait usage, dans lequel Holmes a introduit un tuyau acheminant du gaz de ville. Une autre est dotée d'un four géant, assez grand pour contenir un homme debout. Et au même étage, une autre chambre est recouverte de feuilles de fer et d'amiante pour éviter la propagation du feu. Partout dans le château, on trouve une quantité de trappes dissimulées sous les tapis qui mènent d'un étage à l'autre, comme celle située dans la salle de bain de Holmes, qui le conduit directement et discrètement au sous-sol, au laboratoire de la pharmacie, au rez-de-chaussée ou encore vers d'autres pièces de son choix. Ce bâtiment était un réel labyrinthe dont aucune de ses victimes ne pouvait sortir vivante, rencontrant des pièces sans issue ou autre endroit étrange. Le sous-sol, justement. Il est l'espace le plus mystérieux, mais aussi le théâtre des choses les plus horribles que Holmes a pu réaliser. Cette cave est divisée en plusieurs sections. On y retrouve des cuves gigantesques, remplies de fluides étranges qui dégagent une odeur nauséabonde. Un crématoire est construit dans le mur, et Holmes fait appel à un menuisier pour lui construire une boîte de 1,20 m sur 50 cm en pin complètement hermétique. Cette boîte lui servait à transporter des troncs humains. En plein milieu de l'espace, on trouve une table de dissection accompagnée d'une multitude d'outils. Les enquêteurs de l'époque l'apprendront plus tard, mais Holmes, dans sa cave, désossait les cadavres de ses victimes. Il désarticulait le corps des femmes qu'il tuait, pour ensuite réarticuler leurs squelettes et ainsi les vendre à une école de médecine. De cette manière, il se débarrassait des preuves et gagnait de l'argent. La plupart des victimes de Holmes sont des femmes qu'il a employées notamment comme dactylos, ou encore nombre de ses propres épouses avec lesquelles il se mariait pour pouvoir mieux les tuer et ainsi toucher l'argent de leur assurance vie. Même si Holmes était doué pour le commerce, il l'était encore plus pour l'escroquerie à l'assurance vie. Ces méthodes ont toujours constitué pour lui l'un des principaux ressorts de son économie quotidienne. Il a beau avoir fait ça toute sa vie, c'est pourtant ce genre d'escroquerie qui lui coûtera la vie. Son complice de toujours est Benjamin Pitzel. Voulant se faire passer pour mort auprès d'une assurance, Pitzel prévient sa famille de son escroquerie. Pour une raison inconnue, Holmes a préféré tuer réellement Pitzel au lieu de maquiller un autre corps. Ce qui a attiré l'attention des enquêteurs, c'est que Holmes a emmené 3 des enfants Pitzel à Indianapolis pour les inscrire dans une école. À cette occasion, une autopsie est réalisée sur le corps de Pitzel, et le médecin légiste conclut à une mort par inhalation au gaz. Se sentant en danger, Holmes décime l'intégralité de la famille Pitzel, commençant par les enfants, dont les corps seront vite retrouvés. Les détectives de l'agence Pinkerton, aidés par la police de Philadelphie, et sous témoignage de la femme de Benjamin Pitzel, parviennent à mettre la main sur Holmes le 17 novembre 1894. Il plaide alors coupable pour fraude à l'assurance vie et est condamné à 2 ans de prison. Mais l'obstination des détectives parvient à convaincre la justice d'ouvrir un nouveau procès, mais cette fois pour homicide. Cette fois-ci pourtant, Holmes plaide non coupable et préfère se défendre seul. Pourtant, au cours du procès, il va changer d'avis. Messieurs, mon discours sera court. En fait, j'aimerais ne rien ajouter du tout, mais cela impliquerait que je suis d'accord avec mon exécution. Je tiens à dire que mes seuls méfaits ont consisté dans le meurtre de 2 femmes, et je veux affirmer ici, afin qu'il n'y soit aucun malentendu, que je ne suis coupable d'avoir ôté la vie à quelconque membre de la famille Pitzel, crimes pour lesquels j'ai été condamné et pour lesquels je vais être pendu aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ce retournement n'échappera pas au juré qui décide de le reconnaître coupable de meurtre au premier degré et le condamne à mort par pendaison en 1896. En prison, Holmes décide de rédiger ses mémoires. Il y avouera les meurtres de la famille Pitzel, mais également de dizaines d'autres meurtres commis à l'aide de son château. Son seul souhait après sa mort aura été qu'on le coule dans du béton, pour éviter toute atteinte physique à son corps. C'est assez ironique quand on pense que le même homme désossait les cadavres de ses victimes. En 1896, Herman Webster Mugget est pendu. Il emportera dans sa tombe ses secrets, ses inventions et ses meurtres inavoués.
épisode de Profil de tueur est maintenant terminé. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller checker notre page Instagram, et surtout, à bientôt sur Cellus.